Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Europe Hebdo. Nous sommes à Bruxelles, au Parlement européen. Dans cette émission, direction l'île de Lampedusa, quelques semaines après ce terrible naufrage qui a coûté la vie à plusieurs centaines de personnes. Nous sommes retournés sur place, recueillir la parole des habitants. Mais d'abord, l'actualité. Les partis politiques sont en ordre de bataille pour les prochaines européennes et constituent leur liste non sans polémique. Alors, les partis se fichent-ils des élections européennes? C'est la question de la semaine. Le torchon brûle entre le Parti socialiste et ses militants. La cause, les listes aux élections européennes. Comme à son habitude, le PS a fait preuve de trésors d'ingéniosité pour constituer ses listes. Concilier les courants, les partenaires, saupoudrer quelques éléphants. Avec en prime, un ministre en exercice qui a prévenu qu'il ne siégerait pas et laisserait gentiment sa place au suivant. Côté militant, ça grince. On se paye notre tête? On se fiche du monde. Bilan, 31% seulement de participation au scrutin. Un appel au boycott et un vote suspendu sur la liste de la région sud-ouest. Pendant ce temps, à l'UMP, on tergiverse et on sort les couteaux. Joseph Daul, président du groupe conservateur au Parlement, jette l'éponge et Nadine Morano est déjà en campagne. Mais d'autres veulent aussi la place. Alors, les partis se fichent-ils des européennes ? Et pour évoquer cette épineuse question des listes européennes, c'est Philippe Ricard qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes journaliste au Monde, on ne vous présente plus. Vous êtes correspondant à Bruxelles depuis 2003. Alors, vous voyez ça d'ici, depuis Bruxelles. Est-ce que c'est un mal typiquement français de faire des listes un petit peu n'importe comment, en ménageant les courants, les éléphants, les ministres qui veulent venir mais qui finalement ne siégeront pas? Est-ce qu'on trouve ça ailleurs ? C'est vrai que c'est une caractéristique très française. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, hein. Bien sûr que ça arrive de temps en temps qu'un ministre italien, plus en fonction, se retrouve eurodéputé ou espagnol. C'est peut-être moins le cas en Allemagne, où les eurodéputés sont un peu des professionnels du Parlement européen et donc font carrière au Parlement européen. Certains sont là depuis extrêmement longtemps, noyautent toutes les positions stratégiques, etc. Et en comparaison, c'est vrai que les députés français, les eurodéputés français sont souvent d'un niveau un peu différent, avec un engagement moins sérieux. Et tout ça est forcément lié à la façon dont les listes effectivement sont constituées. Et donc du coup c'est moins d'influence de la France au Parlement européen ici, j'imagine, puisqu'il y a ce turnover continuel. C'est vrai que c'est le risque. C'est un risque qui est avéré d'année en année, ouais, de législature en législature. Le Parlement européen, c'est une place forte des Allemands qui, par principe, de toute façon, aiment beaucoup cette enceinte. C'est eux qui ont plaidé pour sa création, c'est eux qui ont plaidé pour sa montée en puissance au fil de réformes des traités. Et Martin Schulz, le président, donc, qui est allemand et socialiste-démocrate, joue aussi un petit peu d'écoute pour affirmer la position de ce Parlement. Martin Schulz, effectivement, est un bon spécimen en fait, de l'implication d'un eurodéputé allemand ici à Bruxelles, comme à Strasbourg d'ailleurs. Beaucoup d'Allemands tiennent des positions extrêmement fortes au Parlement européen, que ce soit au niveau politique, mais aussi dans l'administration derrière, celle qui fait finalement tourner la machine. Martin Schulz, en plus, lui, essaie de profiter de cette présidence du Parlement européen pour se profiler et être chef de file des socialistes pour pouvoir prétendre ensuite à la présidence de la Commission européenne. Il s'est déjà présenté en tant que candidat en fait, normal des socialistes et démocrates européens. Quand on voit en fait une tête de liste chez les socialistes en France, en l'occurrence Harlem Désir, et qu'on voit entre guillemets son taux de présence ici au Parlement, est-ce que ça ne fait pas grincer des dents? Est-ce que c'est pas logique finalement qu'on se retrouve avec des taux de participation en France sur ces élections qui soient minables? Oui, c'est vrai que Harlem Désir, comme d'autres socialistes ou comme d'autres UMP, ne sont pas forcément des gens extrêmement assidus. Il y a quand même des députés français qui sont beaucoup plus sérieux, qui sont sans doute moins connus, qui sont moins visibles, mais qui font un certain travail. Et qui risquent de se voir sortis des listes effectivement, l'enjeu est de savoir s'ils vont être maintenus sur les listes. Certains craignent d'être écartés. Après, il y a beaucoup de combinaisons et de combines un peu dans les partis. La messe n'est pas dite. On voit bien que même chez les socialistes, où les choses sont déjà assez avancées, parce que les socialistes français voulaient clore leur liste d'ici à la fin novembre, début décembre, même là, il peut y avoir des surprises et le retour peut-être d'anciens qui ont fait leurs preuves, etc. Et qui pourtant risquent d'être un peu écartés. Parce qu'en gros, là, ce que vous voulez nous dire, c'est que même si les militants ont voté sur les listes, je pense notamment dans l'Est à Catherine Trautmann, qui est normalement tête de liste, elle peut très bien se retrouver en fait sortie
dans quelques semaines par quelqu'un qui viendrait prendre sa place? On va voir, je ne sais pas si ça en est là, mais effectivement, il y a ce genre de risque. Et quand on voit à l'UMP, par exemple, on a donc Joseph Daul, qui est le président du Parti populaire européen, qui a indiqué qu'il ne ferait plus campagne, enfin du moins qu'il ne se représenterait plus. Nadine Morano a déjà fait acte de candidature. Arnaud Danjean, qui est bien connu ici au sein de ce Parlement, parce qu'il est président d'une sous-commission défense. Cette espèce de guéguerre comme ça, finalement, quelle est votre lecture de tout ça ? La guéguerre, elle a lieu d'abord parce que effectivement, le retrait de Joseph Daul laisse une place vacante. Elle a lieu aussi parce que en fait, ce sont un peu deux visions de l'Europe qui s'affrontent à l'UMP. Une campagne peut-être très pro-européenne de la part d'Arnaud Danjean, probablement, qui est quelqu'un proche de Michel Barnier. Par ailleurs, lui aussi candidat putatif à la présidence de la Commission européenne. Et puis Nadine Morano, qui est peut-être sur une ligne un petit peu plus eurosceptique, qui est peut-être la ligne qui monte en fait à l'UMP pour essayer de contrer la montée du Front National. Donc derrière cette opposition, il y a l'opposition entre deux lignes, deux tactiques pour la campagne des Européennes. Une guerre des droites, quoi. Une guerre des droites pour savoir comment réagir au mieux à la montée des extrêmes droites en France. Et bien justement sur cette question de l'extrême droite, Marine Le Pen essaye de créer une force supranationale. Elle a été à la rencontre de son homologue d'extrême droite, Geert Wilders, parti de la Liberté aux Pays-Bas. On l'écoute. Le temps où les mouvements patriotes étaient divisés, étaient impressionnés, peut-être même parfois terrorisés par la diabolisation et l'interdiabolisation, ce temps est terminé. Nous allons, les partis patriotes qui avons des points communs essentiels, encore une fois, dans le combat que nous menons contre l'Union européenne, nous allons mettre nos forces en commun. Et nous espérons pouvoir constituer une force commune après les élections européennes. Donc là, on se retrouve avec Marine Le Pen qui va voir ce parti d'extrême droite aux Pays-Bas et qui essaye de mettre en place une force européenne. Est-ce que finalement, ils peuvent y arriver ? Alors Marine Le Pen est bien partie pour y arriver. L'enjeu pour elle, c'est de savoir si cette alliance en fait, des extrêmes droites européennes lui permettra de constituer, après le scrutin, un groupe parlementaire dans l'hémicycle de Strasbourg. Parce que pour l'instant, ils sont non inscrits. Pour l'instant, ils sont non inscrits. Ils n'ont pas été en mesure, suite à différentes divisions. Puis c'est quand même souvent des partis nationalistes, donc s'unir à d'autres forces européennes, c'est pas tellement dans leur DNA, on va dire, dans leur ADN. Exactement. Mais d'ailleurs, elle parle de partis patriotes, c'est ça qui est intéressant. Mais malgré tout, elle essaie de lancer aussi une dynamique pour pouvoir être en mesure d'établir ce groupe, sachant que cette fois-ci, elle a de fortes chances d'y arriver, parce qu'elle a des partenaires potentiels dans différents pays, et puis parce que tous les sondages donnent l'extrême droite plutôt montante dans différents pays, notamment en France. Il est bien possible quand même qu'en France, le Front National soit la première force politique du pays au lendemain du scrutin européen. Donc c'est quand même... Ça fera un choc, hein. Vu de Bruxelles, vu des capitales européennes, ça fera certainement un grand choc en fait, pour les Européens de voir que le Front National est dans cette position en France. On n'en est pas encore là, mais c'est un petit peu ce que disent les sondages actuellement. Pareil, au Royaume-Uni, UKIP, le parti de Nigel Farage, qui est déjà eurodéputé, est promis un brillant avenir électoral pour les européennes. Et là, on sent très bien que les partis traditionnels, la gauche et la droite, sont très désemparés par rapport à l'Europe. Le Premier ministre David Cameron, au Royaume-Uni, ne sait plus comment reprendre le contrôle du débat sur l'Europe à cause de la pression de UKIP. Un petit peu ce qui se passe chez nous finalement aussi. De façon beaucoup plus forte encore au Royaume-Uni, puisque chez nous, effectivement, le Front National pèse sur la ligne européenne des partis de droite et de gauche, mais il ne pèse pas encore tant que ça sur la politique menée par le chef de l'État, François Hollande, vis-à-vis de l'Europe. Finalement, la France garde un certain engagement européen. Elle est plus affaiblie par ses propres difficultés internes, le chômage, la crise, etc. François Hollande n'est pas toujours pris au sérieux au niveau européen, notamment en Allemagne, parce qu'il ne fait pas forcément les réformes nécessaires pour remettre le pays à flot. Mais globalement, il garde quand même une ligne européenne assez poussée. Mais ce n'est pas encore le Front National, effectivement, qui fixe la ligne. Merci Philippe Ricard d'avoir évoqué ces questions avec nous. Nous, on continue avant de retrouver nos invités du débat, direction Lampedusa. Nous avons voulu retourner sur l'île quelques semaines après ce terrible naufrage qui a fait plusieurs centaines de morts. Recueillir la parole de ses habitants, c'est un reportage de Jérôme Rabier.
Plantés face à la mer, 366 arbres pour ne jamais oublier ce qui est arrivé à 600 mètres des côtes de Lampedusa le 3 octobre dernier. Un drame de l'immigration, comme cette île d'à peine 20 km², plus proche de la Tunisie que de la Sicile, en vie depuis 20 ans. Ici, l'arrivée ou la mort de migrants fait partie du quotidien. Vito Fiorino était en mer cette nuit-là quand, avec des amis, il a été réveillé par des cris. On apercevait une marée humaine à perte de vue. J'ai encore des frissons quand je repense à cette image. Ces personnes hurlaient, elles agitaient les bras en l'air. On en a remonté le plus possible sur mon petit bateau. Et quand on est rentré au port, qu'on les a sortis sur le quai, on nous a dit qu'on avait sauvé 47 personnes. Décidé à réagir, l'Europe dépêche sur place le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, avant le sommet européen du 25 octobre qui doit aborder la politique migratoire de l'UE. Mais à part remettre à juin prochain les discussions, après les élections européennes, rien n'est décidé. Rien n'a donc changé pour Lampedusa et ses 6000 habitants qui continuent de vivre au milieu des vestiges de ces traversées périlleuses. Nous sommes ici au cimetière de bateaux situé en plein centre-ville. C'est là que les bateaux des migrants sont mis après leurs arrivées au port. Ils sont jetés ici. Nous sommes en plein centre-ville, juste à côté du stade de foot, à 100 mètres de la mairie. C'est ça la réalité de Lampedusa. C'est ce que les habitants vivent tous les jours. Les images parlent d'elles-mêmes, non? C'est un spectacle désolant. On voit souvent des migrants venir fouiller là, à la recherche d'objets perdus. Mais il n'y a rien à sauver ici, même pas le bois des bateaux. Le sentiment d'abandon est vivace. Nous ne nous sentons pas italiens. Voilà la réponse des Lampédusiens qui l'affichent sur les murs de la ville. Dépourvue d'hôpital ou encore de tout à l'égout, l'île est sous-équipée. L'Europe est elle aussi accusée de ne rien faire pour ce territoire qui ne vit que de la pêche et du tourisme. Seule avancée depuis la catastrophe, l'Italie a décidé de renforcer sa surveillance en Méditerranée. Les bateaux des migrants sont désormais systématiquement secourus, même loin des côtes italiennes. Ce sont les gardes-côtes de Lampedusa qui en sont chargés. 7 navires, dont 4 d'intervention rapide et 75 hommes sous ses ordres. Voilà ce dont dispose le commandant Canarile pour mener à bien cette mission. Ce sont des unités navales construites avec des fonds européens et notre programme fait aussi partie d'un projet européen. À l'heure où je vous parle, nous avons effectué plusieurs centaines d'opérations de secours et rien que pour cette année, nous avons sauvé plus de 13 000 personnes. Une fois sauvés, direction le centre de rétention de l'île, prévu pour accueillir 250 personnes, alors qu'ils sont parfois plus de 1000. Combien de temps resteront-ils ici? La loi prévoit 72 heures, mais en réalité, cela dépend de la situation dans les autres centres en Italie. Le problème principal, c'est d'organiser le transfert rapide de ces migrants vers d'autres centres, comme la loi l'impose. On devrait les transporter quasi immédiatement vers la Sicile afin d'éviter les problèmes sanitaires. S'il ne restait pas des semaines, comme c'est parfois le cas, Lampedusa pourrait faire face sans conséquence sur l'économie locale, sur la vie de la population. On pourrait même être fier de sauver ces vies humaines. Un espoir partagé par la maire de la ville, qui a été plaidé à Bruxelles pour un véritable changement de politique européenne en matière d'immigration, car selon les règles actuelles, le pays d'arrivée doit gérer seul les demandes de droit d'asile des immigrés. L'Italie, comme d'autres pays du Sud, réclame une solidarité plus importante. Le futur de Lampedusa peut changer s'il change les politiques d'asile et si on change les politiques d'accueil. Si Lampedusa est respecté dans sa mission de sauver des gens et n'est plus seulement considéré comme une prison au milieu de la Méditerranée. Et si Lampedusa sort enfin de sa marginalité,
On aura alors la possibilité de créer une vraie politique de cohésion sociale et d'intégration pour améliorer la vie des habitants. Un rêve entre les mains des dirigeants européens, pas pressés de parler d'immigration avant les élections européennes de mai prochain. Les drames en Méditerranée risquent pourtant encore de tourmenter leur conscience si rien n'est fait. Et voilà pour ce reportage touchant à Lampedusa de Jérôme Rabier. Et pour en parler sur ce plateau, c'est Carmen Romero Lopez qui nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député espagnol du groupe socialiste et démocrate, vous êtes de Séville. Et Jean-Pierre Audy, président de la délégation française du Parti populaire européen. Merci d'être avec nous. Quand vous voyez un petit peu ces images de migrants, de cimetières, de bateaux, d'une ville et d'habitants qui se sentent abandonnés, vous avez un petit peu le problème, vous, dans le sud de l'Espagne, Madame la députée. Est-ce que vous diriez que l'Europe a abandonné Lampedusa? Écoutez, ce problème, ce n'est pas un nouveau problème, parce que nous vivons ce problème depuis les années 80. En Espagne, on a reçu beaucoup de naufrages dans le sud qui venaient de Maroc, de Sénégal, de Mauritanie. Et bon, c'était des naufrages et ils venaient par dizaines. Mais maintenant, à Lampedusa, ils viennent par centaines. Alors ça, c'est terrible, ça a été une catastrophe. Et ce n'est pas la première fois, parce que non, il a eu 20 000 morts en 10 ans. La première catastrophe de Lampedusa a été avec les Tunisiens. Et bon, c'est vrai que la Commission européenne n'a rien fait. Mais même après la première catastrophe de Lampedusa, même la Commission européenne n'a pas réagi non plus. Parce que l'Italie et la France n'ont pas arrivé à se mettre d'accord parce que ça existait une directive de protection temporaire. Et alors on n'a pas respecté les lois. Et oui, ça, là, vous a parlez été de le problème. l'arrivée des Tunisiens et le fait qu'à l'époque, le président du Conseil avait dit puisque personne ne veut nous aider, puisqu'on n'est pas solidaire, j'ouvre les frontières et je laisse tout le monde passer. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait rétabli des contrôles à la frontière, Jean-Pierre Audy, en France, pour éviter donc ces passages de Tunisiens. Eh oui, oui les États membres peuvent rétablir. En vérité, on a bien senti les choses venir, puisque dès 2008, sous présidence française, c'était à l'époque Brice Hortefeux qui était ministre de l'immigration, il y a un pacte européen de l'asile et de l'immigration qui a été adopté par les gouvernements et les chefs d'État. Et donc ce pacte, que nous mettons en œuvre d'ailleurs actuellement dans la législation avec le vote de juin dernier, prévoit l'immigration choisie, prévoit des règles communes d'asile. Aujourd'hui, ce qui était absurde, c'est que quelqu'un qui demandait l'asile avait des règles différentes en Suède, en France, en Allemagne. Aujourd'hui, il y aura les mêmes règles. Alors il y a eu un élément nouveau, c'est toutes les révolutions, le printemps arabe, plus les événements en Syrie qui amènent ces personnes à tout prix à vouloir venir sur le territoire européen. Donc il faut un dialogue politique avec les États qui sont les États à l'origine de ces flux, et il faut que l'Europe se protège, parce que nous avons une période extrêmement difficile entre cette construction européenne, ce moment de ces révolutions arabes, et puis le futur où nous devons avoir des règles d'immigration choisie et des règles d'asile extrêmement précises, et surtout poursuivre les passeurs. Quel est le reportage médiatique qui indique les suites qui ont été données sur le plan pénal de ces criminels qui commercialisent les passages et qui font prendre des risques et qui aboutissent aux tragédies auxquelles nous assistons? Alors ça, effectivement, c'est un autre problème que le trafic qui s'organise en fait autour de ces passages. Toutefois, vous parlez de la politique d'asile. Ça fait longtemps que les pays du sud de l'Europe, Espagne y compris, Italie, Grèce, Malte, Chypre, demandent en fait à ce que la politique d'asile permette de un petit peu ouvrir tout ça. C'est-à-dire que le règlement aujourd'hui, c'est le premier pays arrivé doit gérer la demande, et on demande plus de solidarité. À ce jour, les pays du Nord refusent. Il y a un petit peu une fracture. Ça se passe... Écoutez, on n'a rien fait. On dit c'est le trafic de gens qui aident ou qui commercent avec les migrants, mais on n'a rien fait parce qu'on peut résoudre ça. Comment?
on peut faire la recherche entre la police de l'Europe et la police des pays qui viennent du Sud. On peut faire des équipes conjointes, on dit, non? Alors, on peut faire ça, mais on dit seulement, bon, c'est le problème du trafic. C'est-à-dire qu'il manque de coopération, selon vous, entre... Bien sûr. Il n'y a pas tant de réseaux. On peut savoir parfaitement où sont les chemins qui prennent les trafiquants. Alors, on n'a rien fait. Donc c'est qu'au fond, vous dites que l'Europe ne veut pas régler le problème. Ne veut pas régler le problème. Et encore, il y a, comme il a dit, le règlement Dublin, mais le PPE n'a pas jamais été d'accord. Le Parti populaire européen n'a pas été d'accord à résoudre les problèmes du règlement Dublin, qui est la cause du problème. C'est les pays du Sud qui doivent assumer les migrants. Effectivement, le règlement de Dublin 2, c'est celui qui gère le droit d'asile. Il devait être réformé et il est toujours coincé. Et personne ne veut le changer pour l'instant. Si je peux me permettre, pour clarifier les choses, parce que j'entends votre conversation, ne confondons pas l'asile et l'immigration, je vous en prie. L'asile en France, c'est 20 000 demandes par an. Et au niveau de l'Union européenne, c'est 300 000 par an. L'asile est une disposition sur des personnes qui sont poursuivies dans leur État, qui risquent la peine de mort et qui demandent un asile. Bon, nous sommes confrontés à des problèmes de migration. Et d'asile, quand vous parlez de Syriens, d'Érythréens, de Somaliens, ces pays sont en proie à des guerres civiles, il y a un problème aussi de droit d'asile. Oui, mais il y a un problème de droit d'asile, mais enfin, un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est les migrations économiques, pour lesquelles il faut absolument que l'Union européenne ait des règles en relation avec les capacités d'absorption et les nécessités du marché du travail de l'Union européenne. Et donc, tant que les conditions de sécurité, de protection de l'Union européenne en termes d'immigration choisie ne seront pas respectés, il est clair que le groupe du Parti populaire européen ne s'associera pas à des appels d'air qui sont extrêmement dangereux, parce qu'à ce moment-là, les gens viendront, puisqu'ils seront accueillis. Il faut absolument que l'Union européenne se protège. Et sur la question de Madame López Romero, comment est-ce que vous pourriez à un moment coopérer avec les pays du Sud pour éviter, en fait, ne serait-ce que ces trafics ? Mais ça, ce n'est pas un problème de parlementaire, c'est un problème de gouvernement. Ce sont les gouvernements donc des États en coopération avec Europol, Eurojust, avec les magistrats, en coopération avec ces États et les forces de police, pour arrêter ces trafiquants. Lorsqu'il y a eu la tragédie des journalistes assassinés, on a mis en œuvre toutes les conditions pour que les coupables soient traduits en justice. Donc là, ce sont des drames qui mériteraient effectivement, je suis parfaitement d'accord avec Carmen, une coopération policière et justicière et de justice qui soit exemplaire. Mais il faut aussi, parce que chaque pays ne peut pas. L'Italie ne peut pas avec le problème de Lampedusa. Et c'est vrai ce qu'a dit Mme Bonino. Il faut une opération militaire comme on l'a fait pour l'opération des pirates à Somalie. Il faut une opération comme l'opération Atalanta. L'Union européenne, la Commission européenne doit mettre d'accord tous les pays de l'Europe pour faire une opération parce que cette catastrophe doit finir. Et si la première chose, c'est une opération militaire, on doit le faire pour éviter le naufrage. Pour éviter le naufrage. C'est la première chose. Éviter le naufrage. Après, c'est vrai que la coopération bilatérale et la coopération vers les pays tiers, c'est tout à fait indispensable. Nous avons fait en Espagne des patrouilles conjointe entre l'Espagne et le Maroc. Et on a résolu le problème. Alors, et l'Italie doit le faire, même la France, même la Grèce. Il faut bien sûr une coopération bilatérale, mais il faut aussi un rôle de l'Europe plus fort. Alors, justement, le rôle de l'Europe plus fort, vous avez reçu il y a quelques semaines la maire de Lampedusa que l'on a vu dans ce reportage, et elle avait une question à vous poser. On l'écoute. Pourquoi les gens ont besoin de perdre leur vie en mer après un long voyage pour obtenir le droit d'asile? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place finalement une politique de visa plus ouverte, vous parliez d'immigration choisie, qui permettrait à ces demandeurs d'asile de venir plus facilement en Europe plutôt que d'avoir à tenter une traversée où ils vont perdre la vie?
Bien sûr, j'aimerais bien, comme il a dit, distinguer entre les demandants d'asile et les migrants, bien sûr. Mais ce qui arrive, c'est que tout le monde qui vient pour la protection internationale et pour le droit d'asile, il y a beaucoup de restrictions. Vous voyez, les lever, ces restrictions? Vous voyez dans l'île de Malte, même dans l'Italie, dans la Grèce, des centaines, des milliers de gens qui demandent l'asile, ils n'ont pas. Ils n'ont pas la possibilité même de la protection internationale. Alors, ce n'est pas possible, ça. C'est vrai que les pays du Nord donnent plus d'asile que les pays du Sud. Ça, c'est le problème des pays du Sud. Mais les pays du Sud ne veulent pas donner l'asile parce qu'ils posent un problème à l'Europe. Alors, il faut arranger ça. Moi, je me suis rendu à Malte, j'ai visité les camps de rétention. Vous avez là beaucoup de personnes qui, sous couvert de faire de la migration économique, prétendent demander l'asile parce que peut-être dans leur état d'origine, ils sont poursuivis pour quelques délits et donc ils veulent fuir et des conditions économiques qui sont extrêmement précaires pour elles. Ça, je peux le comprendre. Mais nous avons aussi nos peuples, nous, à protéger de l'Union européenne. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc, en réalité, il faut le faire par des accords de politique de voisinage entre l'Union européenne et les États du Sud. Nous avons un devoir politique et moral d'accompagner ces révolutions arabes. C'est une joie que de chasser les dictateurs et donc il y a des situations difficiles. Mais j'insiste sur la distinction entre l'asile et l'immigration. Et aujourd'hui, beaucoup de ces personnes, sous prétexte de demander l'asile, en vérité, ce sont des migrations économiques. Et ça, on peut pas... Oui, mais bon, après tout, vous savez qu'il y a l'éternel... Même s'ils sont des migrations économiques, ils ne peuvent pas être exposés au naufrage. Même s'ils sont des migrants. C'est-à-dire que là vous vous attaquez quand même un peu aux valeurs de l'Europe. Enfin, Jacques Delors notamment avait dit, là, quand on voit ces naufrages et ces corps en fait sur les plages de Lampedusa, c'est l'Europe qui s'assoit sur ses valeurs. Est-ce que écoutez, finalement... Je m'excuse, mais ce droit européen n'est pas compassif. Je m'excuse, hein, n'est pas compassif. Parce que on ne peut pas parler toujours de délinquants. Il y a un pourcentage très petit. Mais ils ne sont pas délinquants, la majorité, la plupart. Peut-être il y a 1%, mais là, on doit toujours parler de délinquants, de trafiquants et tout ça. Écoutez, c'est pas ça. Il faut arranger, il faut gérer bien la question. Oui. Il y a un manque d'humanité dans la gestion de ces crises, Monsieur Audy. Quand on voit les conditions dans les centres de rétention, quand on voit... Non, mais j'ai visité. Les choses sont extrêmement difficiles. Il faut les régler. Moi, je suis tout à fait d'accord sur l'opération. C'est le mot militaire qui me choque un peu, mais il faut conduire des opérations de sûreté et de sécurité conjointement entre les forces de l'ordre européennes, évidemment avec une dimension européenne, et les forces de ces États, pour poursuivre les trafiquants et ensuite passer des accords de coopération et de migration. Pour la migration économique, bien sûr qu'ils ne sont pas tous des délinquants, mais j'insiste vraiment sur cette distinction entre asile et migration. Eh bien écoutez, on ne vous mettra pas d'accord pour cette émission. Merci en attendant d'y avoir participé. Nous continuerons ces débats puisque ça fera partie, à mon avis, des débats qui vont agiter les élections européennes. Pour nous, cette semaine, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur les chaînes parlementaires.